Alors bonjour. Premièrement, je voudrais remercier la plateforme Fondvie d'avoir choisi mon travail parmi d'autres beaucoup plus peut-être pertinents, euh, en me donnant aussi l'occasion de, de le présenter à des vrais spécialistes, de parler à des vrais spécialistes. Donc ce travail, il est extrait de ma thèse Dire la mort, terminologie juridique et bioéthique de la fin de vie en allemand, français et portugais du Brésil, que j'ai réalisé à l'Université de Strasbourg sous la direction de M. Thierry Grasse. Donc pour cette thèse, la réflexion était partie d'une notion du droit civil allemand, la Patientenverfügung, qui en gros est l'équivalent fonctionnel des directives anticipées des volontés en France, et aussi du constat d'un développement au niveau discursif et terminologique, par conséquent, d'un droit des patients et aussi d'un droit de la fin de vie. Donc, pour ce qui est de la théorie, vu l'encadrement linguistique du travail, on a travaillé avec des théories de la traduction et des théories de la terminologie. Voilà. Le but, depuis les débuts, c'était de proposer deux ressources terminologiques. D'une part, anglossaire transdisciplinaire, et aussi une base des données terminologiques, dans ce cas-là, pour les termes juridiques et bioéthiques uniquement. Donc, pour arriver à ce but, je vous explique un peu comment on a procédé terminologiquement, si je puis dire. Nous avons choisi premièrement un public cible. J'ai choisi le public d'abord des traducteurs parce que je suis même moi-même traductrice depuis une quinzaine d'années, traductrice juridique, et que je connaissais le besoin qu'il y avait en termes de ressources terminologiques, juridiques, au moins pour ce qui est des langues, les paires des langues avec lesquelles je travaille. Donc, ce sont les premiers destinataires de ces ressources technologiques. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient du fait que ces ressources technologiques seront accessibles. Donc, elles pourront servir aussi à des spécialistes bilingues, etc., trilingues, éventuellement intéressés par le domaine. Pour ce qui est de la gestion terminologique, je travaille avec un corpus comparable, c'est-à-dire des textes qui n'ont pas été traduits entre eux, mais qui sont comparables du moment qu'ils parlent du même sujet. Donc, pour le droit, loi, jurisprudence et doctrine, qui a la littérature juridique, et ces corpus, il a plus d'1 million de mots en état. Et j'ai aussi un sous-corpus, comme on appelle, de textes grand public. Et là, j'ai des brochures d'associations, des brochures de services publics en ligne, où il va avoir une teneur bioéthique plus importante et en même temps un allègement de la teneur juridique. Troisièmement, nous avons adopté une approche qu'on appelle en terminologie sémasiologique. Dans notre cas, on est parti d'une liste des notions préalablement établies, d'une liste des termes préalablement établis, pour ensuite venir greffer d'autres termes que nous avons rencontrés au cours du traitement de ces corpus. Ensuite, nous avons établi une structuration du domaine de la fin de vie en ayant en tête ces deux champs de connaissances, le droit et la bioéthique. Et oui, et par conséquent, nous avons fait une organisation ontologique de ce domaine pour passer après au traitement du corpus en soi. On utilise un outil en ligne pour ça, qui s'appelle Sketch Engine, et pour en faire la collecte des termes et l'extraction des unités pertinentes, des unités terminologiques pertinentes, pour après traiter vraiment les termes retenus qu'on appelle les termes candidats. En ce moment, je suis à une étape du travail qui pour moi est essentielle,
C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. J'essaie de trouver des spécialistes pour valider, c'est-à-dire pour vérifier et pour confirmer certaines de mes données technologiques, ces données étant principalement le terme en soi, ça c'est le plus facile, la définition et éventuellement les notes technographiques qui vont complémenter les définitions. Donc, ce seraient des juristes, des bioéthiciens, notamment des préférences spécialistes en fin de vie. Je suis en contact notamment avec le président du Forum bioéthique européen de bioéthique, qui a lieu à Strasbourg toutes les années, et avec des spécialistes, des juristes spécialistes de la Cour des droits de l'homme. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse concrète. J'espère que d'ici la fin de ma thèse, elles seront peut-être là, ces réponses, pour que je puisse au moins publier une partie de mon travail. La base ne sera peut-être pas complète, mais que je puisse au moins publier ce qui est déjà fait avec une certaine assurance et avoir accès à un public un peu plus large, peut-être aussi à des collaborations un peu plus solides. Donc, alors, pourquoi les domaines de la fin de vie? Comme je vous ai dit, sur les plans juridiques depuis quelques années. À l'époque, j'avais traduit en livre des doctrines allemandes sur les mesures des protections des majeurs. Et j'avais remarqué, d'une part, la croissance dans ce domaine liée aux droits subjectifs des patients et d'autre part cet écart terminologique qui existait entre la langue juridique allemande et le portugais du Brésil, mais non seulement entre l'allemand et le français aussi. Puis ensuite, en accompagnant notamment l'affaire Lambert, j'ai vu que c'était aussi le cas entre le français et le portugais. Et puis, petit à petit, mais vraiment petit à petit jusqu'à présent, je constate une évolution quand même du débat sociétal, du débat académique autour des thèmes de la fin de vie qui malheureusement n'est pas accompagné au Brésil par une évolution semblable de la législation. Donc, de façon générale, on a pu voir aussi que ces sous-domaines du droit de la fin de vie est axé autour des 4 notions clés: les soins palliatifs, les directives anticipées des volontés, l'euthanasie, l'assistance médicalisée pour mourir, qui, pour sa part aussi, accompagne une évolution des législations et du débat bioéthique dans le temps aussi. Ces domaines, c'est un autre constat évident, mais dont les retombées ne le sont pas toujours. Il est transdisciplinaire, il englobe la bioéthique, la médecine, les droits, la sociologie, la religion, la psychologie et encore d'autres, comme l'anthropologie, par exemple. Et par conséquent, on vérifie aussi une difficulté de construire une terminologie purement juridique. D'ailleurs, en terminologie, les domaines strictement délimités sont, je dirais, plutôt rares. Comme vous le savez, par exemple, la médecine et la chimie, ce sont deux domaines qui sont complètement poreux l'un par rapport à l'autre. Et puis, pour tous les autres domaines, c'est un peu la même chose. Quatrième constat, le rôle du spécialiste dans une collaboration avec nous, les terminologues, est de toute façon très importante, quoi qu'il en soit, mais elle se relève d'autant plus importante que l'organisation ontologique, c'est-à-dire la description des notions clés du domaine et du domaine de la fin de vie, dans notre cas, relève d'une approche non seulement spécialisée, mais aussi multidisciplinaire, mais aussi transdisciplinaire. Alors, pour tenir compte de tous les versants de ces notions,
la collaboration entre l'expert et le terminologue est essentielle. En dernier lieu, nous le voyons aussi avec les diverses plateformes qui se développent actuellement. Et la plateforme Fondvie est un exemple de ces nouveaux modes de fonctionnement de l'échange des connaissances, je pense. L'arrivée du web sémantique impose une clarté encore plus grande de la signification, c'est-à-dire du sens qu'on donne à l'information. Alors, le besoin de perfectionnement des ontologies des divers domaines impliqués qui servent de base au travail terminologique, qui pour sa part, lui, sert lui-même de base à ces plateformes, à ces nouveaux web sémantiques, il se révèle d'une importance encore plus grande. Alors, la terminologie est l'étude, je vous ai mis une définition simplifiée du Robert en ligne, est l'étude des systèmes, des termes et surtout des notions qui étayent ce terme, parce que les termes se réfèrent toujours à une notion. Et le travail terminologique, ce que moi je réalise par exemple, est l'activité qui porte sur la collecte, la description, le traitement et la présentation des concepts et des désignations. C'est une définition d'une norme ISO, car il y a plusieurs normes ISO qui servent des principes au travail terminologique. Donc, l'objet de la terminologie, toujours un domaine spécialisé, donc toujours un champ de connaissances. Ce domaine spécialisé, il a une structuration notionnelle qui est toujours spécifique, avec aussi des discours et des termes qui lui sont propres. Et comme j'ai dit, ces domaines spécialisés, il n'est pas délimité de manière stricte, même si certains termes peuvent être attribués, on va dire, à un domaine spécialisé et à rien d'autre. Ces cas-là sont très très rares, parce que les domaines, en plus des poreux, les discours aussi qui n'est pas spécialisé, il fait que ces termes migrent d'un domaine à un autre sans qu'on puisse le contrôler. Il est là très fréquent que les décisions que les terminologues doivent prendre ne relèvent pas de leurs compétences techniques et d'autres mots, on n'est pas spécialiste du domaine, même s'il se peut que les terminologues aient une spécialisation quelconque. Moi, par exemple, j'ai une maîtrise en droit, mais je ne me sens pas compétente pour autant pour valider toutes mes décisions juridiques relatives au domaine de la fin de vie, par exemple. Voilà. Donc, c'est pour cela que les spécialistes qui devraient idéalement collaborer avec les travails technologiques, il va servir de garant d'un travail terminologique qui se veut solide. D'où la nécessité de ce que j'appelle validation, de cette confirmation des données par celui-ci. Voilà. Oui. Il serait peut-être important ici de donner une idée de ce qu'est une ontologie en informatique, parce que c'est elle qui va servir de base au web sémantique dont je parle. Donc, c'est un modèle de données représentant l'ensemble des concepts d'un domaine ainsi que les relations entre ces concepts. Voilà. L'architecture du web, donc, elle est basée, comme j'ai dit, sur des ontologies, ce qui veut dire qu'elle comprend nécessairement une partie terminologique. Les ontologies, elles sont destinées à être utilisées par des personnes. On en fait, par exemple, quand on fait la structuration de notre écriture des thèses, ça peut être considéré comme une ontologie. Mais elles servent aussi à être utilisées par des bases de données ou par des applications qui ont besoin d'une façon ou d'une autre de partager des informations. Donc, les commerces électroniques et les formations à distance, par exemple,
serait basé sur des structurations ontologiques. Ici, je vous ai mis alors deux exemples d'ontologie. L'une non formalisée que j'ai réalisée moi-même pour les buts de ma recherche. C'est un arbre du domaine classique, un arbre notionnel classique. J'ai même dessiné un arbre pour les notions juridiques liées à la fin de vie. Voilà, donc nous avons tous les droits, toutes les catégories, les sous-domaines du droit qui sont liés à la fin de vie et les 4 notions clés dont je vous ai parlé, avec d'autres notions qui sont reliées à ces notions clés principales. Et là, nous voyons une ontologie formalisée qui commence déjà à être beaucoup plus pointue que les piètres arbres du domaine que je vous ai montrés. Mais il y a des ontologies qui vont encore plus loin et qui sont encore plus complexes. Pour ce qui est donc du web sémantique, il s'agit d'un mouvement, pardon. D'ailleurs, oui, c'est un concept qui est basé sur un article dont l'auteur est entre autres Tim Berners-Lee, qui est lui-même l'inventeur de l'Internet. Donc, c'est un article qu'il a écrit en 2001. Et à partir de cet article, il s'est formé un mouvement collaboratif qui vise à organiser les informations de manière lisible pour les ordinateurs et les machines grâce à des normes de formatage des données telles que RDF et TXL. Ce sont deux langages de description de ressources. Concrètement, il ne s'agit pas d'un autre web, pardon, mais d'un prolongement du web qu'on connaît. D'ailleurs, il est clair qu'il est fondé sur le web qui existe déjà. Et donc, il mène une existence parallèle. La question ici, c'est qu'une grande partie du web aujourd'hui, elle est destinée à être lue, c'est-à-dire elle est destinée à être consultée et à permettre la publication d'informations et non pas à être traitée vraiment par des programmes informatiques. Ces programmes-là, ils ne sont pas encore en mesure de lire de façon intelligente les informations. Ils les parcourent comme le lecteur fait avec son bouquin et ils les affichent. Donc, le but, ce serait de rendre ces informations vraiment lisibles par les ordinateurs, par les applications, par les programmes et non seulement affichables. Le web sémantique utilise la fonction de base d'Internet qui est la consultation et la publication des informations, mais les fichiers qui sont traités par les web sémantiques, ils ne contiennent pas des textes en langage naturel, mais des informations formalisées à travers ces normes de formatage des données qui sont traitées et donc échangées par des programmes informatiques. Donc, le web sémantique permet, c'est la promesse du web sémantique, de générer des données sémantiques à partir d'une saisie des informations par les utilisateurs. La fonction de base serait alors la recherche, mais une recherche plus poussée. Il permet aussi de combiner des données sémantiques en vue de leur publication, de leur traitement. Donc, la publication, c'est ce que le web actuel connaît déjà. Le traitement, c'est aussi une fonction un peu plus pointue du web sémantique. En outre, on peut échanger automatiquement des données en fonction de leur relation sémantique. Et les données sémantiques, elles peuvent être générées aussi automatiquement sans saisie humaine à partir des règles d'inférence. Des règles d'inférence qui sont rendues possibles justement par la complexité et par le perfectionnement de ces structures ontologiques.
Donc, d'après tout ce qui a été dit, donc le but ou la promesse du web sémantique est une collaboration plus performante entre l'humain et la machine, entre l'ordinateur et l'utilisateur, avec bien entendu la possibilité, une possibilité de créer de nouvelles connaissances qu'on méconnaît encore, dont la dimension on méconnaît encore, mais qui s'annonce potentiellement énorme. Donc, pour clore cette présentation, je voudrais vous montrer un peu mes outils technologiques. Donc, ok. Au début, j'avais, ça veut pas s'ouvrir, c'est pas grave, je vous explique. Au début, j'avais mon glossaire. Ah oui, voilà. J'avais mon glossaire comme ça. C'est un tableur Excel simple euh, que j'ai décidé par la suite d'intégrer à mon système de gestion des terminologies qui a été créé sur Eurist. Eurist, que je ne sais pas si vous connaissez, est un service de création des bases de données en général, pas que terminologique, qui est très pratique, très amiable et qui permet même à ceux qui n'ont pas de connaissances informatiques très importantes de constituer leur propre système de données. Alors, notre système de gestion aujourd'hui, il inclut le glossaire, comme vous voyez ici au centre de l'écran, et notre base de données technologiques, avec un affichage beaucoup plus clair que le tableau Excel, par exemple. Et ici, j'espère que ça va marcher. Je vais vous montrer une fiche. Est-ce que je l'éteins encore? Oui. Je vais vous montrer une fiche donc de mon travail. Donc voilà, on va prendre les directives anticipées des volontés parce que c'est une fiche assez... Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez ma fiche? Oui, oui. Oui. Alors donc j'ai une fiche qui est organisée comme ça. Termes, l'information grammaticale, la langue, donc avec un menu déroulant où je peux choisir la langue concernés, les termes équivalents dans d'autres langues, les équivalents dans d'autres pays s'ils existent, les sous-domaines auxquels les termes appartiennent, la définition, la source de la définition, les textes applicables, c'est un champ de données qui est très important en terminologie juridique, une note terminographique pour des informations complémentaires, d'autres termes, pardon, d'autres notions reliées et un complément d'information où je peux mettre, par exemple, un lien vers un PDF important, une loi, une brochure, etc. Donc, vous voyez ici les champs à être validés. Ce serait termes, plus important encore, peut-être les termes équivalents, la définition, la note terminographique pour les cas de la validation par des experts juristes, les textes des lois applicables aussi. Voilà, autant de champs qui idéalement devraient être validés, confirmés par un spécialiste. Donc, de ces pas, nous arrivons à mes conclusions pour nous répéter encore un peu sur le fait que les terminologues doivent retracer avec précision, avec une très grande précision, la réalité de la pratique et du discours d'un domaine.
Les ontologies donc qu'il construit doivent être acceptées par la communauté des spécialistes et si elle est acceptée, ça veut dire qu'elle reflète aussi, bien entendu, un certain degré de consensus des membres de cette communauté. On insiste aussi sur la certitude que la validation par les spécialistes doit être une étape essentielle de toute démarche terminologique sérieuse et finalement qu'il s'est utile d'établir des critères pratiques visant à faciliter cette collaboration entre terminologues et spécialistes. Une collaboration, comme vous l'aurez autant compris, qui, à l'heure du web sémantique, est d'autant plus désirable que la fiabilité des informations devient un impératif lorsqu'on parle de partage des données à grande échelle. Donc voilà, je vous laisse un message final inspiré par Calvin pour renforcer l'idée que la collaboration est encore plus en terminologie peut-être que dans d'autres domaines de la connaissance essentielle et qu'il ne faut pas rêver que parce qu'on est spécialiste de la langue, on est capable de tout comprendre et de tout faire uniquement à partir d'un point de vue linguistique. Dès qu'il s'agit de langues spécialisées, il faut avoir recours à ceux qui savent de quoi ils parlent. Je vous remercie pour votre attention et je suis à disposition pour vos éventuelles questions. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va voir s'il y a des questions qui s'inscrivent dans le chat. Moi, j'ai une petite question au titre de la plateforme. Vous disiez que vous aviez justement fait que l'un des objectifs de votre présentation dans cette journée, c'était de trouver des interlocuteurs, éventuellement dans le champ de la fin de vie, pour faire valider votre terminologie, c'est bien ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce que vous attendez, comment vous souhaiteriez fonctionner, quelles sont vos attentes? Oui, en fait, c'est la partie la plus facile, c'est de confirmer que le terme appartient bien, soit du point de vue juridique, soit du point de vue bioéthique, au domaine de la fin de vie. Ensuite, un exemple, comme des fois je ne trouve pas la définition ou une définition que je considère pertinente dans les outils que j'utilise, notamment Internet et des œuvres consultées sur papier. Je suis obligée soit de construire moi-même la définition, soit de la rédiger en combinant des informations différentes. Donc, ce serait de valider la correction, la pertinence de ces définitions, pour vous donner un exemple. D'accord. Donc, vous auriez besoin, par exemple, qu'on vous mette en relation avec un certain nombre de spécialistes. En bioéthique et en droit aussi. D'accord. Ok. En tout cas, merci de nous faire découvrir ce champ de recherche. C'est très intéressant.